Bonjour à tous, bienvenue face à face aujourd'hui. Plusieurs chefs d'État africains et une juge d'instruction française. L'ouverture d'une enquête sur les biens détenus en France par les présidents de 3 pays africains, producteurs de pétrole et pivots de l'influence française en Afrique, constitue une première judiciaire. Jugeant recevable une plainte de l'organisation non gouvernementale Transparency International France, la juge d'instruction François Dessay a ordonné mardi une information judiciaire sur les propriétés, comptes bancaires et limousines détenues par Omar Bongo, Gabon, Denis Sassou Nguesso, Congo, et Teodoro Obiang pour la Guinée équatoriale, ainsi que leurs proches d'ailleurs. Déposée le 2 décembre, cette plainte avec constitution de partie civile concerne les chefs de recel, de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité. L'ordonnance rendue par la magistrate ouvre voie à une enquête judiciaire. Le parquet de Paris, qui s'était prononcé contre l'ouverture de cette information judiciaire, dispose désormais de 5 jours pour faire appel. Alors pour débattre de ce sujet, nous sommes en compagnie de Lanciné Camara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union internationale des journalistes africains, directeur d'ailleurs de la publication Le Devoir africain, et vous êtes face aujourd'hui à Maud Perdriel-Vessière. Bonjour. Bonjour. Juriste de l'association Sherpa, qui d'ailleurs a initié la procédure judiciaire. À tous deux, première question, on voit que cette branche française de Transparency International a obtenu satisfaction et parle d'une décision historique avec l'ouverture d'une enquête en France sur les biens de 3 chefs d'État africains. Qu'en pensez-vous ? D'abord, je trouve qu'il y a une manœuvre inacceptable. Souvent, ils ouvrent le dossier, ils disent qu'ils ont gagné, et puis après, on dit non, il faut tout recommencer. Alors, nous voulons comprendre, est-ce qu'il y a une sorte de manipulation de la part de ceux qui déposent plainte ? Et je voudrais savoir pourquoi, quand ils gagnent, une fois pour toutes, on ne dit pas à ce moment-là, les biens mal acquis doivent revenir ou au peuple congolais, ou au peuple gabonais, ou au peuple de Guinée équatoriale. Donc il y a une manipulation contre laquelle nous devons nous élever. Ça ne peut plus continuer. Nous demandons aux personnes qui ont déposé plainte de nous expliquer exactement de quoi s'agit-il. Alors, ça va être le cas. Donc manipulation, pas exactement. En fait, si effectivement ça paraît un petit peu compliqué, le fait qu'il y ait eu 2 classements sans suite, etc., et qu'ensuite la plainte est relancée et que Madame Dessay, donc doyenne des juges d'instruction, politique financier, se prononce pour la recevabilité, ça peut paraître surprenant. Le fait est que pour pouvoir ouvrir une instruction, il y a 2 possibilités. Soit on saisit directement le parquet de Paris, ce qu'on a fait à 2 reprises, qui a décidé, malgré les résultats très probants d'une enquête préliminaire qui avait été diligentée en juin 2007, de classer l'affaire sans suite. Donc on est d'accord, c'est contestable comme décision. Malheureusement, on peut comprendre que l'affaire posait un certain nombre de problèmes politico-diplomatiques et qui peuvent expliquer la raison de la décision du parquet de Paris. Alors que vous êtes en train de nous dire, les juges d'instruction, eux, sont très libres finalement par rapport à les juges d'instruction, aux affaires oui, politico-diplomatiques. Ce sont des magistrats du siège qui ne relèvent pas directement du garde des Sceaux. Donc bon, ce qui a fait, c'est la raison pour laquelle donc on a sollicité Transparence Internationale pour leur dire, sachant pertinemment qu'ils auraient plus de chances que Sherpa de se constituer partie civile, qu'on les a sollicités pour initier cette 3e procédure, c'est-à-dire le dépôt de la plainte en décembre 2008. Quand même pour nos téléspectateurs et puis pour nos téléspectateurs africains également, en ce qui concerne les principales cibles, M. Bongo au pouvoir depuis 40 ans et M. Sassou Nguesso, ainsi que leur famille. Et on parle effectivement d'hôtel particulier, de 4 appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Pour M. Bongo, pour Sassou Nguesso, un hôtel particulier de 700 mètres carrés estimé à 10 millions d'euros dans les Yvelines et un appartement dans le 7e arrondissement de Paris. Tout ça, il l'a payé quoi, avec son salaire de chef d'État africain ? Il y a des choses qu'il faut bien expliquer. D'abord, quand on a dit que Bongo a souvent payé la campagne électorale de certains chefs d'État français. Je ne dis pas le nom de ces chefs d'État français. Pourquoi, à ce moment-là, vous qui êtes juriste... Dites-le. Pourquoi vous ne dites... Non, c'est-à-dire qu'elle le sait. Pourquoi les juristes ne disent pas il faut que ces chefs d'État qui ont bénéficié des grâces financières de Bongo restituent d'abord cet argent. Et je vais vous dire une autre chose. Il y avait l'affaire des diamants de Bokassa. Jusqu'à la nier qu'il n'avait pas touché les diamants, alors que c'est faux. Alors, ce que je ne voulais pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Un coup, on prend l'argent de Bongo, et puis quand il ne fait plus l'affaire, on porte plainte. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Réponse là-dessus, c'est assez intéressant quand même. On ne fait pas de poids de mesure. Nous,
il y a évidemment énormément de choses qui sont condamnables. Nous, ce qu'on cherche, c'est dénoncer un système. Donc, l'idée avec le dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile, c'est de faire la lumière sur tout un système, c'est-à-dire non seulement... C'est France-Afrique d'ailleurs, pour vous, c'est pas le exclusivement système France-Afrique, parce que la Guinée équatoriale... De liens un peu trop forts. Oui, enfin, c'est les liens entre certains pays africains et certains pays du Nord qui ont tendance à avoir des relations économiques un peu hasardeuses et qui surtout ne profitent pas tout le temps aux pays d'Afrique, aux pays d'où proviennent les ressources en question. Alors, mais juste un point, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de dénoncer un système, c'est-à-dire les relations, c'est-à-dire ces investissements pour le moins incroyables faits sur le territoire français, mais par ailleurs aussi, on entend faire la lumière sur tous les divers opérateurs économiques qui ont pu bénéficier ou profiter. Alors, je tiens à vous expliquer que Eva, qui est juriste, que vous connaissez, c'est une avocate internationale. Il y a eu la banque FIBA à l'époque. Il y avait beaucoup d'argent dans la banque FIBA ici en France. Et c'était l'argent de Chirac, l'argent de Bongo et quelques-uns. Et puis, comment se fait-il, quand Eva Joly a dénoncé cette banque, la banque a disparu, avec tout le magot. Alors, il faudrait nous expliquer tout ça. Nous voulons que vous soyez des juristes qui vont jusqu'au bout de leurs convictions. C'est-à-dire que tout d'un coup, du scoop, comme vous le faites, c'est pas ça le problème. Non, parce que Transparency International, vous devez être sensible à ça quand même, comme journaliste justement africain, dit c'est bien n'ont pas pu être objectivement obtenus par des salaires de chefs d'État. Donc corruption, il y a nécessairement, hein, et ça vous en êtes d'accord. Et puis deuxième chose, on veut le restituer au peuple. On veut le restituer au peuple parce que ça a été détourné des fonds publics. Non, mais attendez, s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. Je vous ai dit... Non, mais corruption, c'est un terme générique qui vise pas seulement la fraction de corruption définie dans le Code de procédure pénale, c'est aussi diverses formes de criminalité financière. De l'argent public. Absolument. Donc là, on parle essentiellement de recel de détournement de fonds publics, c'est-à-dire du fait de la localisation sur le territoire français de biens et avoirs qui n'ont pas pu être acquis au moyen des seuls salaires de ces personnes, des personnes qui sont mises dans les plaintes. Je suis totalement d'accord. Et nous, c'est tout un système, encore une fois, qu'on entend dénoncer. Je suis d'accord avec vous qu'on n'entend pas juste faire du bruit, mais déjà rien que le fait de faire du bruit, c'est quand même pas mal, parce que la question des avoirs illicites a pendant longtemps été tabou, c'est-à-dire que tout le monde parle de l'Afrique en disant c'est terrible, c'est la misère, etc. Le plus gros fléau de l'Afrique, c'est quand même la corruption. Donc c'est quand même pas mal, même, et c'est pas une opération de communication. Mais avec François Verschave, par exemple, il a écrit beaucoup de bouquins contre ça. Survie s'est battu. Comment se fait-il aujourd'hui, Survie n'arrive même pas réellement à mettre la main depuis tout le temps qu'on en parle, sur ces biens mal acquis. Est-ce que quelque part vous êtes sûr que c'est fondé ce que vous dites? Le problème, il est là. Mais bien sûr que c'est fondé, il n'y a aucun doute sur le bien fondé de notre action. Mais monsieur, ça prend des années, une procédure judiciaire. La procédure judiciaire, celle-là, c'est la première étape. C'est-à-dire que la décision est... sur le fait que l'enquête va vraiment être ouverte, il va y avoir appel. Voilà. Il se peut que le parquet fasse appel, c'est pas exclu. Et comme il y a même le parquet ferait appel, on envisage bien d'aller jusque... C'est une première d'enquêter sur des chefs d'État africains en France. Bien sûr. Est-ce que vous trouvez-vous que c'est illégitime forcément d'enquêter en France sur le... C'est-à-dire que s'ils le font sur d'autres chefs d'État, je suis d'accord. Mais il ne faut pas non plus qu'on s'acharne sur les Africains. On ne cherche pas à stigmatiser l'Afrique. Non, attendez. Écoutez, il y a quand même... Pourquoi vous ne vous acharnez pas sur Kadhafi, par exemple? Kadhafi, ce n'est pas quelqu'un de propre. Mais attendez, attention. Je ne suis pas là personnellement pour faire ce qu'on appelle de la complaisance. Il y a des chefs d'État dans d'autres pays qui sont autant corrompus que Bongo. Alors, si vous devez vous acharner sur Bongo, c'est votre droit et nous vous encourageons, mais il faut vous acharner aussi sur d'autres chefs d'État. Parce que c'est la même chose, que ce soit dans des pays plus ou moins où il y a du pétrole et où on fait n'importe quoi, ou que ce soit au Gabon. Si vous devez lutter contre la corruption, il ne faut pas que ce soit deux poids, deux mesures. À la fin d'une enquête, on pourrait remettre la main sur les avoirs. C'est une possibilité. Bien sûr, mais nous, notre objectif, c'est d'obtenir la restitution des avoirs litigieux. C'est d'ailleurs un principe fondamental de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Sauf qu'on peut pas poursuivre des chefs d'État africains, seulement leurs proches. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué en droit français. Oui, mais de toute manière, faut quand même savoir, parce qu'on stigmatise énormément les chefs d'État. Déjà, la question de l'immunité, on peut essayer de... Enfin, c'est une question qui fait pas l'unanimité en droit international. On peut encore essayer de travailler dessus. L'immunité des chefs d'État en exercice, d'une, et de deux, en plus, c'est pas forcément que les chefs d'État qui sont le plus gourmands, j'ai envie de dire, et c'est aussi tout le réseautage autour de... Et pour justement alimenter ce que vous dites, je prends le cas d'Areva. J'étais au Niger. Au début, Areva a discrédité le gouvernement du Niger en disant, voilà, ils se sont de mauvais gestionnaires,
parce qu'elle avait beaucoup plus d'intérêt que le peuple du Niger. Et quand le gouvernement a pris conscience, il a dit non, ça ne peut plus continuer. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas non plus faire le jeu de toutes ces sociétés qui manipulent les chefs d'État à un moment donné pour pouvoir mettre la main sur les matières premières. Alors, il doit d'ailleurs que Transparency International épingle également la France comme corrupteur régulièrement. Donc le système, quand il dit on n'épingle qu'un seul côté de la corruption, non, mais par ailleurs, par le biais de ces entreprises. Bien sûr, mais l'objectif aussi, sur du plus long terme, parce que ce que vous évoquez, c'est très juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Gabon, il n'y a pas que la Guinée équatoriale, pas plus qu'il y a que le Congo-Brazzaville. Maintenant, c'est des moyens humains et financiers que de se lancer dans des procédures comme ça. Là, on est parti pour, 6 ans de procédure au moins, quoi. Donc, bien sûr qu'il y en a d'autres. Bien sûr que, d'ailleurs, il n'y a pas que la France qui pourrait être, une place opportune pour lancer des actions de ce type-là. Mais bon, ça demande du travail. Mais il y a interférence politique. Est-ce que vous imaginez que la France, avec Nicolas Sarkozy, qui a préconisé quand même une rupture franche avec la France-Afrique, mais est-ce que quand même la France peut laisser ainsi accuser des chefs d'État africains ou au contraire il y aura des tentatives d'interférence politique? Absolument. Mais depuis le début il y en a eu des tentatives d'interférence politique d'une manière ou d'une autre. Enfin c'est évident et il y en aura très certainement encore. Maintenant, voilà, on va essayer. Alors là vous êtes en train de mettre en doute l'indépendance de la justice française. Non, pas du tout. De la politique. Si, parce que s'il y a interférence politique et que les juges baissent les bras, mais c'est grave. À ce moment-là, c'est une république bananière. C'est le parquet qui a décidé que non, ce que je suis en train de vous dire, nous n'allons pas permettre que la France devienne une sorte de république bananière. Que la justice doit être totalement indépendante. C'est-à-dire que... Je suis d'accord avec vous. C'est comme ça. Et que le président de la République doit se soumettre à ce que disent les juges. Et à ce moment, la France est un pays où réellement les droits sont respectés. Bien sûr, mais alors, la décision de la juge d'instruction ne fait que confirmer l'indépendance de la justice. Je suis totalement d'accord avec vous. Il faut que les juges soient indépendants. Et ce que vous faites, que vous soyez indépendants. D'abord, qui finance votre association? Vous? Des fondations. On n'est absolument pas financé ni par l'État. Parlez-en, parce que les fondations, quelles fondations? C'est ça. Vous êtes des humanistes, vous voulez bâtir des États nouveaux, vous voulez même intervenir en Afrique. Vous avez raison. Mais dites qui vous finance, pourquoi on vous finance. Si vous voulez trouver la liste de nos bailleurs, vous pouvez aller consulter notre site internet. Absolument. Mais on n'a aucun doute sur la crédibilité, la légitimité de nos bailleurs. Vous faites aucun souci là-dessus. Pour progresser sur le cas quand même du président Bongo, qui conteste absolument les détournements qu'il aurait fait au préjudice de son pays. Ça, c'est ce qu'il a déclaré. Le parquet de Monaco, quand même, de son côté, a ordonné le 30 mars l'ouverture d'une enquête sur les biens de son épouse défunte, Edith Bongo. Sur les comptes bancaires. Sur les comptes bancaires. Donc, on voit bien que ça se resserre un petit peu autour de lui. Oui, ça se resserre autour de lui parce qu'il ne nous a pas écoutés. Ce qu'on avait dit à Mobutu, on lui avait dit à l'époque, vous êtes entouré de la mafia financière française. Si un jour vous n'êtes plus au pouvoir, vous n'êtes plus rien. Or, Bongo arrive à un moment donné où il est très âgé, très fatigué, très épuisé. On voit certaines faiblesses. Donc on s'acharne sur lui. Et comme il n'écoute pas les gens qui prévoient, on aurait pu éviter tout ça. Mais on aurait dû éviter tout ça. On pouvait éviter tout ça si les chefs d'État... Non, écoutez, on aurait pu éviter si les chefs d'État africains nous écoutaient. S'ils nous écoutaient, ils se seraient entourés de gens sérieux, de gens qui ont des idées, qui ont des projets de société et des gens qui travaillent. Les Bongos sont victimes de la mafia. Et vraiment, c'est pénible que des chefs d'État qui sont restés aussi longtemps... Victimes ou coupables Oui, non, mais enfin, moi, je vois les rares personnes qui essaient de faire quelque chose, en tout cas ceux qui travaillent avec nous pour le Gabon, pour citer que le Gabon, parce qu'au Congo aussi, malheureusement, il y a des choses terribles qui s'y passent. Mais au Gabon, les militants anticorruption qui travaillent avec nous ont fait l'objet d'arrestations illégales dans le courant du mois de décembre. Ils sont toujours mis en examen pour des chefs d'inculpation, pour le moins saugrenus. Enfin, donc c'est extrêmement difficile dans son propre pays que de dénoncer des faits de corruption ou d'essayer d'agir. Il nous reste moins d'une minute pour conclure. Oui. Quelle suite à cette affaire? Vous espérez un enterrement ou au contraire une enquête sérieuse, poussée, qui pourrait mettre en cause ces trois chefs d'État? Ça va être un enterrement. Les juges sont Vous ne croyez pas à la rupture avec la France-Afrique? Je ne pense pas que Sarkozy ira jusqu'au bout de la rupture. Je n'y crois pas. C'est-à-dire que... C'est pas Nicolas Sarkozy qui va aller au bout, c'est la justice qui ira jusqu'au bout. On verra, mais je ne crois pas trop. C'est-à-dire que Sarkozy, tel qu'il mène la situation, je ne pense pas que la France-Afrique est terminée. Sinon, on n'allait pas enlever Bockel. Vous savez, quand Bockel avait demandé
l'acte de décès de la France-Afrique, on n'allait pas l'enlever. Donc, c'est un ministre donc, qui a été là-dessus. Absolument, qui a été enlevé aussitôt. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré ce débat quand même important sur ces chefs d'État africains aujourd'hui mis en cause en France. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi, bien sûr. À très bientôt pour un nouveau duel.